envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Le Club Éco d'Objectif-News.tv, merci de nous rejoindre chaque soir pour ce rendez-vous des décideurs. Nous sommes en compagnie de Gérard Onesta, vice-président Europe Écologie Les Verts au Conseil régional. Nous sommes très heureux de vous recevoir car depuis votre élection il y a presque un an maintenant, on ne sait pas vraiment bien comment se passe cette cohabitation avec le Parti Socialiste. J'ai l'impression que vous allez commencer à faire entendre véritablement votre voix, en tout cas à l'extérieur du Conseil régional, notamment sur la ligne LGV, puisque vous restez opposé au financement de cette ligne. Pour quelles raisons ? Alors on est opposé au montage financier tel qu'il se profile. Nous sommes déterminés à ce que le TGV arrive au plus tôt à Toulouse. Pas simplement pour faire de Toulouse je ne sais quelle gare de banlieue de Paris, parce que ce n'est pas la connexion à Paris qui nous intéresse, mais la connexion d'un réseau de tout le sud européen, vers Barcelone, vers le Pays Basque et ailleurs. Mais tel que c'est prévu actuellement, nous risquons fort de ne pas pouvoir payer la facture au final. Car on demande de nous engager sur un pourcentage et non pas sur un montant. Or, le prix au kilomètre de voie augmente chaque mois. Et on est peut-être en situation, dans quelques années, quand on nous présentera l'ardoise, de ne pas pouvoir la payer, ou plutôt pour la payer, de devoir peut-être fermer des lignes ailleurs et avoir un magnifique TGV au milieu d'un désert ferroviaire. C'est une facture qui s'élève au kilomètre carré à combien ? C'est au kilomètre linéaire. On nous annonçait d'abord 5 millions le kilomètre, et puis maintenant 20 millions, donc 4 fois plus déjà en quelques mois. Donc vous imaginez ce que ça veut dire. Donc c'est RFF ? C'est RFF, chiffre RFF. On disait au départ un partenariat privé-public, après tout pourquoi pas, mais on se rend compte que le public devra payer l'essentiel, le privé étant plafonné à 27%, alors qu'il aura une concession d'un demi-siècle dessus. Donc il y a des choses qui sont très mal calibrées. On nous dit qu'il faut à tout prix rentrer dans les 3 heures de centre à centre entre Paris et Toulouse. Pourquoi 3 heures et pas 3h10 ? Après tout, Montpellier est à plus de 3 heures, le TGV marche très bien. On se rend compte que vouloir aller à tout prix à la vitesse maximum, on ne s'arrêtera pas dans des gares, comme Montauban ou Agen, et surtout qu'on consommera beaucoup plus d'énergie, parce que vous savez que pour gagner quelques kilomètres de plus, la dépense énergétique est exponentielle, avec les effets de gaz à effet de serre que l'on sait, et surtout une facture qui est sans commune mesure par rapport à l'aménagement de voies existantes où on pourrait rouler à 250 à l'heure. Et comment vous envisagez de sortir de cette impasse, finalement, puisque être contre le financement de la LGV actuelle, c'est finalement être contre le LGV tout court. Non, c'est demander à ce que l'on finance un autre type de projet, c'est-à-dire le TGV, avec des LGV qui sont basés essentiellement sur les lignes existantes, où on roulera, c'est vrai, pas à 280-300 km/h, mais à 250 km/h, ce qui se fait partout ailleurs en Allemagne, ce qui évite de changer le matériel roulant et les voies trop souvent. Donc il y a une économie de l'exploitation de la ligne dans le temps qui est intéressante, beaucoup moins d'empreinte environnementale et sociale dans les villages traversés, et surtout un financement maîtrisé, où on aura le TGV très rapidement, tout en maintenant tout le reste du maillage ferroviaire de notre région, ce qui est quand même d'importance. Sinon, c'est un pari sur l'avenir, où on risque de se retrouver un jour avec un TGV qu'on ne pourra pas payer, qui sera renvoyé au calendrier grec. C'est une ligne de fracture majeure avec le Parti Socialiste et avec Martin Malvy, cette question du financement de la LGV. Alors, la grande évolution de cette mandature par rapport aux mandatures précédentes, outre l'arrivée des écologistes, c'est que justement, on ne parle plus en termes de fracture majeure, de c'est blanc, c'est noir, on ne parle pas avec Martin Malvy avec une hache sur la table, et c'est très bien ainsi. Ça se passe bien la cohabitation ? Très bien. C'est pas une cohabitation, c'est vraiment un travail en équipe. S'il avait voulu qu'il en soit différemment, il n'aurait pas confié aux écologistes la responsabilité énorme sur l'environnement, le développement durable, les éco-industries, les finances de la région, tout le pôle solidarité, santé, logement, tout le pôle international, 5 commissions, 2 agences, etc. Il n'avait pas besoin de tout ça pour avoir notre accord pour travailler avec lui. Il a donné les moyens aux écologistes pour travailler. Et surtout, ce que nous avons apporté de nouveau, c'est qu'on n'est pas au garde-à-vous. C'est-à-dire que quand on est d'accord, on le dit. Quand il y a des nuances, voire des divergences, on le dit aussi. Il y en a eu depuis un an ? Sur quel point ? Honnêtement, ce sont des choses de détail. Ça peut être sur le dossier LGV, non pas sur le fait qu'il faut une LGV au plus tôt à Toulouse, mais où elle passe et comment elle est financée. Ça peut être sur l'ampleur que l'on donne, la place que l'on donne au bio, par exemple, dans l'agriculture. Il y a ceux qui veulent mettre le curseur très haut, des fois un petit peu moins haut. Donc il y a des nuances, mais ça se passe bien. Nous avons des votes séparés par moment, mais sur les votes essentiels, notamment le budget, nous votons ensemble. Un mot sur les cantonales, c'est important pour les Verts Europe Écologie ?
Oui, c'est important parce qu'on se rend compte que nous sommes présents de manière forte dans toutes les assemblées du niveau local, à Toulouse par exemple, jusqu'au niveau européen. Et il nous manque un échelon, l'échelon départemental, qui est pourtant d'importance, parce que c'est des sujets sur lesquels nous avons beaucoup de pertinence. Tout le secteur social, le secteur des transports, le secteur des déchets, où on vient nous chercher comme experts. Il serait beaucoup mieux, plutôt qu'on vienne nous chercher dans les couloirs, que l'on siège directement. Et la différence cette année, c'est que si nous réussissons en réalité l'exploit des européennes et même des régionales, c'est-à-dire faire plus de 20% dans certains cantons, notamment à Toulouse, nous serons qualifiés pour le second tour. Donc nous rentrerons pour la première fois dans ces assemblées départementales. Donc quels cantons sont importants pour vous Écoutez, pour le scrutin de mars? J'ai pas la carte électorale en tête. Je sais qu'il y a 3-4 cantons dans Toulouse intramuros sur lesquels nous pouvons compter. Des cantons éventuellement sur la ligne TGV, sur le tracé. Des gens sont très attentifs à notre thèse et qui est pour le TGV, mais pas n'importe quel TGV, surtout pas n'importe quel prix. Et puis d'autres dossiers, par exemple, je pense spontanément comme ça à l'Aveyron, où on nous menace de gâcher l'environnement à travers ces gaz de schiste, cette aberration environnementale où on injecterait de l'eau, des produits chimiques dans les nappes phréatiques pour essayer de grappiller quelques gaz supplémentaires. Donc il y a des terrains forts comme ça où on peut se qualifier pour le second tour. Vous avez évoqué cette question des gaz de schiste avec Martin Malvy? Pas plus tard que ce matin, et il y aura certainement un accord unanime de la majorité pour dénoncer cette aberration gouvernementale. Vous voyez que Est-ce que ça suffira pour stopper ces tests? Écoutez, il faudra faire peut-être comme l'a fait le conseiller régional de Rhône-Alpes, demander la suppression du décret du 1er mars dernier, et pas simplement un moratoire. Mais déjà le moratoire, je pense que nous le voterons assez rapidement. La présidentielle dans un an, vous faites partie, vous, de quel courant, a priori? On évoque des primaires cet été, plutôt pro-Eva Joly, plutôt pro-Nicolas Hulot? Alors, je suis connu pour être en dehors des courants depuis une douzaine d'années, je m'en porte très très bien. Ce sont deux personnes que les politiques disent toujours ça. Oui, en l'occurrence, moi c'est vrai, puisque je n'ai signé aucune motion depuis 12 ans à aucun congrès, et pourtant j'ai été toujours assez confortablement choisi par mes amis de la base. Donc je pense que quand j'ai une opinion à dire, je la dis, mais je ne m'inscris dans aucune écurie, car je pense que les écuries, notamment présidentielles, c'est la mort du politique. Les profils des deux personnes que vous évoquez, Eva et Nicolas, sont très différents et ont tous leurs valeurs. Eva Joly, c'est une stature morale très importante dans un moment où les politiques ont copieusement tapé dans la caisse, sont moqués de toutes les règles du jeu et où le sarkozysme bling-bling a dépassé toute mesure dans l'outrance. Donc ce serait un signal très très fort, quelqu'un qui est reconnu à l'international, mais qui est parfois mal connu du grand public. Or, pour aller devant le peuple d'une élection aussi majeure, c'est parfois un handicap. Mais c'est quelqu'un que j'ai soutenu ardemment pour qu'elle prenne ma place au Parlement européen, qui m'a fait l'honneur d'être la coprésidente de mon comité de soutien pour les régionales. Autant vous dire, c'est quelqu'un dont je suis proche et avec qui je serais heureux de mener campagne. Nicolas Hulot, c'est un autre profil, beaucoup plus capable de parler à l'homme et à la femme de la rue, avec une vraie sensibilité sur les questions environnementales, mais peut-être trop environnementales et pas assez. Ce qui est important, c'est que les deux, et j'en suis heureux, ont décidé en commun lequel des deux porterait les valeurs de l'écologie. En tous les cas, il faut qu'il y ait un candidat ou une candidate forte à cette élection, car on sait que c'est un rendez-vous important pour changer de modèle de société. Je crois qu'en 2011, tout le monde a compris que la planète est avec des limites assez finies. Il va falloir certainement un jour ou l'autre fermer les casinos de la grande braderie du libéralisme mondial, penser que cette planète est fragile et que les gens qui ont vocation à nous suivre ont également droit d'y vivre en paix, en harmonie avec une nature préservée. Important aussi dans la perspective des législatives. Ah oui, parce que c'est une élection duale. Il y a les présidentielles où, de vous à moi, quel que soit le score des écologistes, ça ne bouleversera pas notre place dans l'échiquier. On s'est rendu compte les fois précédentes, les écologistes ont pu faire des scores assez dérisoires à la présidentielle et quelques mois après se retrouver en position de force aux régionales, aux européennes ou aux municipales. Par contre, effectivement, être très très haut à la présidentielle, ça permet d'influer sur le candidat ou la candidate de gauche qui, je l'espère, incarnera l'alternance dans un an, et surtout nous permettre d'être en position de force également pour négocier, non pas quelques élus au Palais Bourbon, mais un vrai groupe parlementaire, comme les écologistes sont maintenant dans toutes les assemblées nationales des pays qui comptent en Europe. Vous pourriez, vous, être candidat? Non, je ne serai pas candidat. J'ai pour bonne habitude de ne pas passer d'un mandat à l'autre, et j'annonce longtemps à l'avance quand j'ai une fonction, à partir de quand je vais la quitter. Dès 2004, j'avais annoncé que c'était mon dernier mandat au niveau européen. J'ai tenu parole, c'est assez rare en politique. Vous voyez, Mme Barrège avait promis qu'elle resterait jusqu'au bout au Conseil régional, j'avais fait le pari inverse, j'ai gagné ce pari, elle nous quitte aujourd'hui. Moi, j'ai annoncé que je m'engageais pour un combat
européen, je l'ai tenu jusqu'au bout. Pour un combat régional, je le tiendrai jusqu'au bout. Je ne suis candidat à rien d'autre. Merci Gérard Onesta. Merci à vous. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.